Voilà, ben, il est 17h05. Bonjour à toutes et à tous pour cette conférence consacrée à la place des haies dans la PAC. Philippe, si ça te convient, je pense qu'on peut introduire. Il y a déjà un peu plus d'une centaine de participants. Merci Baptiste. Bonjour à tous et toutes. Merci d'être avec nous pour cette quatrième webconférence. On verra que c'est la quatrième que l'on consacre à la PAC. Donc, on peut d'ores et déjà dire que cette PAC sera une PAC, comme le dit d'ailleurs le ministre Julien Denormandie, une PAC très importante pour la haie, une PAC de la haie. Et ce sont ces mots, les mots du ministre. Donc, un très fort signal dont on se réjouit tous pour donc, cette prise en compte de l'arbre, de l'agroforesterie dans la transition agroécologique, cette prise en compte de l'arbre et de la haie. Mais donc, notre préoccupation aujourd'hui, c'est l'application et la déclinaison en fait, de cet engagement fort dans les mesures concrètes, dans les mesures très, très concrètes, dans la façon dont cela va être rédigé maintenant. Et bon, nous avons eu des échanges avec le ministère de l'Agriculture de façon très constant et encore récemment, donc sur ces questions de mise en œuvre. Et c'est ce que nous allons vous exposer aujourd'hui, donc les réflexions que nous avons eues et les préconisations que nous faisons. Je rappelle encore une fois, donc la FAC Agroforesterie, c'est un réseau. Nous sommes aujourd'hui devenus une fédération, vous voyez, Fédération nationale FAC Agroforesterie, pardon, puisque donc le 21 octobre dernier, nous avons validé en Assemblée générale extraordinaire cette transformation de la FAC en fédération des associations régionales qui vont se constituer au fil du temps. Et en fait, la FAC ne peut faire ce travail de proposition auprès des ministères, le ministère de l'Agriculture aujourd'hui, que grâce à tout ce travail qui est fait sur le terrain par les associations et les structures, toutes les sortes de structures adhérentes, et puis toutes les personnes qui se sont mobilisées au fil du temps, alors dans notre commission PAC, mais aussi en dehors au fil des actions que nous avons menées, donc, qui apportent tout ce savoir-faire technique, toute cette expérience. Alors, donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est déjà rappeler aussi, alors peut-être diapo suivante, Baptiste, il me semble, rappeler dans quel contexte on se situe, donc les principales étapes de l'élaboration de ce plan stratégique national. Donc, un temps long d'un certain côté, puisque effectivement, c'est en juin 2018 que le règlement européen a été proposé par la Commission européenne, mais un temps court également, puisque c'est finalement principalement dans les 6 mois derniers, dans les 6 mois depuis donc 2021, fin de l'année 2021, que nous avons dû donc échanger avec le ministère autour de ces différentes mesures qui allaient remplir le plan stratégique national, en tout cas ce qui nous concerne. Donc, je ne reprendrai pas les dates, mais donc on vous a remis dans le… Alors je pense que le document sera disponible en ligne, hein, c'est ce que tu disais Baptiste. Donc vous aurez les liens de téléchargement d'un certain nombre de documents pour les personnes qui veulent reprendre tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, la date de soumission du PSN par la France, c'est le 31 décembre 2021. Et puis dans le courant de l'année 2022, le PSN sera soumis à approbation pour une entrée en vigueur donc au 1er janvier 2023. Donc, nos propositions techniques, donc je vous le rappelle, ont fait l'objet d'un certain nombre de documents. Elles se retrouvent donc, sur notre site internet. Et puis, là encore, vous avez des liens de téléchargement. Donc, nous avions notamment fait un cahier d'acteurs qui a été relativement plébiscité, on peut même utiliser ce terme, parce qu'on a eu vraiment beaucoup de retours sur ce cahier d'acteurs dans le cadre du débat Impactons. Et puis, nous avons fait une note détaillée donc, des propositions de la FAC pour le PSN en avril 2021. Et puis, sur un point plus particulier, la BCE7, un rapport concernant son bilan d'application sur la période écoulée.
Et puis aujourd'hui, donc le nouveau rapport que nous vous proposons, c'est donc cette analyse que nous allons vous présenter de la déclinaison française du PSN, donc pour ce qui concerne l'arbre et la haie. Donc les 4 webconférences que nous avons organisées, la première en octobre 2020, donc une autre en avril 2021, en juillet, et puis celle d'aujourd'hui. Donc c'est la 4e et sans doute la dernière webconférence que nous organiserons sur le sujet. Diapo suivante, Baptiste. Voilà donc le rappel de notre cahier d'acteurs Impactons, enfin dans le cadre du débat public Impactons. Vous pouvez également retrouver donc cette proposition qui a été soutenue par 73 personnes en téléchargement donc sur ce lien, et puis le communiqué donc concernant donc l'avenir de l'arbre dans la PAC. Je vous rappelle donc nous avions mobilisé assez largement donc des élus. Vous avez été très nombreux à soutenir aussi cette démarche. Et je pense que c'est tout cela, toute cette mobilisation qui a permis d'obtenir aujourd'hui ce que nous avons et cette mobilisation pour la haie dans la PAC. Donc, ce que nous avons, mais donc maintenant, effectivement, la question qui reste entière, c'est donc dans les détails, puisque ce sont les détails qui feront la réussite ou non, ou la réussite plus ou moins grande de cette mesure, dans les détails, donc comment les choses vont être appliquées. Donc pour ce faire, donc Baptiste et Catherine vont se livrer à un travail de questions-réponses entre une analyse donc de nos propositions et puis une analyse de ce qui est pour le moment retenu dans le cadre du PSN. Si vous voulez savoir un peu plus de façon plus large, c'est un peu le même travail que la plateforme Pour une autre PAC a fait. Donc vous retrouvez ça sur leur site. Nous en étions membres, donc nous avons participé à nourrir le contenu de leur analyse pour la partie qui nous concerne. Donc je vous renvoie, si vous voulez en savoir plus de façon générale sur cette analyse du PSN, à la plateforme Pour notre PAC. Voilà, donc Baptiste, je te redonne la parole. Merci beaucoup Philippe pour cette introduction et je m'excuse parce que sans explication, ma caméra coupe, donc je ne pense pas que vous me voyez. Bon. On t'entend bien, c'est le principal. C'est le principal. Donc, on va faire en sorte que cette présentation soit aussi un temps d'échange. Elle va se dérouler en 3 séquences. Une première séquence, on va vous présenter les éléments qui concernent l'arbre hors forêt dans le premier pilier de la PAC et mettre ça au regard des recommandations et de l'analyse qu'en fait la FAC. On aura un premier temps d'échange. On va faire un focus assez détaillé sur un point crucial de cette réforme et de ce PSN, à savoir les équivalences entre infrastructures agroécologiques et notamment une potentielle révision de la pondération donnée aux haies qui serait un très mauvais signal qui n'irait pas dans le bon sens. Donc avec là des éléments nouveaux apportés par la FAC et un temps d'échange également avec vous. Et on aura une troisième séquence où on parlera de la place de l'arbre dans le second pilier avec des démarches clés là à engager auprès des conseils régionaux qui sont les organismes de gestion, notamment pour des mesures agro-environnementales et pour des aides à l'investissement qui peuvent concerner très directement l'agroforesterie. Mais en toute fin d'introduction, d'abord vous redonner, même si on l'a déjà fait plusieurs fois, l'architecture de la PAC en vigueur et la façon dont, en la comparant avec la future PAC pour la programmation 2023-2027. En comparant chaque fois ce qui va changer, dans la PAC en vigueur, nous avions des règles de conditionnalité, différentes conditionnalités environnementales qui étaient à respecter pour pouvoir bénéficier des aides et du premier pilier et du deuxième pilier. Et parmi ces conditionnalités, il y avait des règles très importantes dans la BCAE, bonne conditionnalité agro-environnementale numéro 7, avec un principe de maintien des haies, principe important et qui demandait des réaménagements pour pouvoir être mieux appliqués et avoir plus de résultats sur le terrain. Au regard du respect de cette conditionnalité, les agriculteurs dans la PAC en vigueur touchent à la fois des aides découplées, donc ça concerne des paiements, les droits à paiement de base, c'est les paiements redistributifs, c'est des paiements pour les jeunes agriculteurs, donc pour une enveloppe de 3,7 milliards d'euros.
Il y avait des paiements également complémentaires sous forme du paiement vert, dans lequel on retrouvait des règles qui étaient là liées à des principes de verdissement de la PAC, et avec une règle qui concernait directement les haies, qui consistait à avoir un minimum de 5% pour les terres arables de surface favorable à la biodiversité, de surface d'infrastructures agroécologiques. Et puis, dans le deuxième pilier, on retrouvait des mesures agro-environnementales et climatiques, dont certaines concernent directement les haies, et puis des aides à l'investissement qui permettent là aussi de soutenir des nouvelles plantations sous quelque forme qu'elles se soient, que ce soit de la haie, que ce soit de l'agroforesterie intraparcellaire. Ce qui change dans la nouvelle programmation, si on parle en tout cas uniquement de ces interventions qui sont ici présentées, c'est qu'il y a une fusion des anciens principes de conditionnalité dans son principe de maintien et du principe qui était l'ex-règle du verdissement, à savoir avoir un minimum de surface des terres arables consacrées à des éléments favorables à la biodiversité. Donc on a une continuité de ce point de vue-là qui est renforcée et qui va plus s'appeler BCAE numéro 7, mais BCAE numéro 8. Il va falloir s'y habituer. On a toujours des aides découplées pour une enveloppe légèrement supérieure, 4 milliards. Et en revanche, ce qui est différent, c'est d'ailleurs la grande nouveauté de cette PAC, ce sont des éco-régimes, donc ça concerne 25% de l'enveloppe totale des aides du premier pilier, qui rémunèrent les agriculteurs pour des services environnementaux sous condition de bien respecter cette conditionnalité renforcée. Donc, ça a fait l'objet d'âpres négociations. Des arbitrages ont été rendus sur ces éco-régimes. On va voir comment on peut y accéder avec la volonté de la part du ministre qui puisse être très inclusif, mais avec aussi des enjeux sur le niveau d'accès, parce que si on fait des éco-régimes tellement inclusifs que tout le monde y a accès, vous voyez que c'est plus vraiment une politique où on donne un cap qui peut favoriser l'agroécologie. Et puis, on a dans le deuxième pilier les mêmes outils, les mesures agroenvironnementales et des aides à l'investissement, mais qu'il faut redéfinir au regard de ce nouveau instrument que sont les corrigimes. Donc, ce qu'on souhaitait présenter dans un deuxième tableau, c'était que c'est vraiment important de voir toutes ces interventions de la PAC comme un tout, c'est-à-dire qu'il y a différents mécanismes qui viennent se compléter et qui permettent à tout agriculteur, quel que soit son point de départ, beaucoup de haies, beaucoup d'arbres présents sur son exploitation ou très peu, et différents systèmes de production et différentes formes arborées, d'avoir une stratégie de développement de l'agroforesterie sur sa ferme. Donc, ça passe par l'articulation de différents principes, qui sont des principes qu'a défendu la FAC depuis juillet 2020 et le démarrage de cette négociation, et évidemment des principes qu'on a ajustés au regard de ce qui ressortait des arbitrages. Le premier, c'est déjà un principe d'admissibilité totale de ces éléments. Il ne faut pas que ce soit une source d'insécurité pour les agriculteurs d'avoir des formes arborées, d'en avoir plus ou moins, et que selon, par exemple, une largeur donnée à ces éléments, ce soit des surfaces qui soient déduites des surfaces bénéficiant des aides de la PAC. Parce que ça crée une instabilité. Et ces systèmes arborés, ils sont par définition évolutifs, ils changent dans le temps. Il faut leur permettre de se développer. Donc, on a besoin d'un message simple, stable, au regard d'un arbre qui se développe sur des pas de temps de plusieurs dizaines d'années. Donc, une admissibilité simplifiée et on demandait une admissibilité totale de ces IAE. Alors ça, l'admissibilité aujourd'hui, ce n'est pas un point qu'on va beaucoup commenter parce qu'elle change assez peu dans la PAC. Pour le moment, il y a peut-être encore des marges d'ajustement et on va plutôt commenter d'autres points. Parmi ces autres points, au regard de cette admissibilité totale, le fait que des surfaces arborées, que ce soit des bosquets, des haies, vaillent comme des surfaces considérées, permettent de recevoir des aides de la PAC, il y a un certain nombre de règles qui permettent d'assurer leur durabilité et leur préservation. Donc la PAC, dans le principe notamment de la conditionnalité de la BSA 8, reconnaît l'importance de ces éléments-là au regard des services rendus à la société et au territoire, et donc un principe de maintien de ces éléments pour les haies, les bosquets et les mares. Donc ça, c'est quelque chose que défend la FAC, avec, vous verrez, des principes pour qu'elle soit mieux appliquée. La grande nouveauté, c'est dans le premier pilier de valoriser les agriculteurs et qu'ils puissent être rémunérés s'ils ont une présence élevée d'arbres et des arbres en bon état, ce qui permet qui garantit par une gestion durable de ces éléments, ce qui permet que ces arbres rendent des services environnementaux. Donc, il y a différents mécanismes dans l'éco-régime, donc une rémunération. Et puis, il s'agit de placer ce curseur-là de façon à ce qu'il puisse être incitatif, donner un niveau d'accès qui ne soit pas trop bas,
et on laisse évidemment personne sur le carreau, puisqu'il y a les aides du deuxième pilier qui sont très complémentaires des aides du premier pilier, qui permettent d'accompagner les évolutions avec, d'une part, les MAEC, les mesures agroenvironnementales climatiques, qui permettent de soutenir l'adoption de pratiques plus durables, de faire évoluer ces pratiques de gestion et de sécuriser l'évolution des pratiques de gestion pendant cette période de transition. Et puis, les aides du deuxième pilier qui permettent également un soutien à l'investissement pour développer davantage l'arbre. Et c'est des aides qui vont venir prendre le relais, notamment actuellement de la mesure Plantons des haies, qui est dans le plan de relance à une enveloppe de 50 millions, qui a pour objectif, d'ici 2023, d'avoir permis de planter 7000 km de haies. Donc, vous voyez vraiment une complémentarité, rémunérer les services environnementaux et permettre à ceux qui n'ont pas encore le palier pour activer cette voie d'éco-régime, soit de développer l'arbre sur leur système, soit de faire évoluer leurs pratiques de gestion par le deuxième pilier. Alors, on va rentrer maintenant, zoomer dans le premier pilier. On va parler dans ce premier pilier, donc on laissera de côté l'admissibilité et on va parler de la conditionnalité qui permet d'activer le paiement de base, et on va parler de l'éco-régime, et vous allez le voir, on va le faire sous un jeu de questions-réponses, en présentant à chaque fois ce qu'il y a dans le document, la première version rendue, communiquée par le ministère le 13 septembre à tous les organismes parties prenantes de la négociation de ce plan stratégique national. Et puis, on mettra au regard de ces éléments communiqués par le ministère l'analyse qu'en fait la fac et les recommandations que fait la fac pour permettre de vraiment concrétiser ces signaux plutôt encourageants pour l'arbre, mais comme ça a été dit par Philippe Hiroux en introduction, c'est vraiment dans le détail de leur application que ça peut être soit très creux, soit vraiment très effectif. Et pour une présentation, on vous invite également à suivre, si vous le souhaitez, la note rédigée qui reprend les éléments qui vont être présentés aujourd'hui, qui est téléchargeable sur notre site internet dans la rubrique politique de l'arbre, PAC 2023-24. Alors, on rentre dans le vif du sujet avec le premier pilier, et on va parler de la conditionnalité avec la nouvelle future règle de conditionnalité BCAE numéro 8. Elle a donc deux angles d'attaque. Un angle d'attaque qui consiste à favoriser le fait d'avoir une part minimum de la surface des exploitations agricoles qui soit consacrée à des éléments de biodiversité, et un deuxième pied qui est le maintien des haies, des bosquets et des arbres, donc on y viendra après. Donc, vous avez à chaque fois, on a adapté un code qui vous permet de vous y retrouver. Dans les encadrés en bleu, c'est vraiment le texte officiel qui est dans le dossier du plan stratégique national communiqué par le ministère, et les éléments sont en italique. Et après, vous verrez en vert les propositions de la fac. Et vous avez un renvoi vers les pages de ce PSN, qui est un document pour le moment qui n'est pas public, mais qui va l'être prochainement, puisqu'il y aura du 13 novembre au 12 décembre une consultation publique des citoyens, tout le monde pourra y participer, et donc sera rendu à ce moment-là ce dossier du PSN, également l'avis de l'autorité environnementale qui a été rendu très récemment le 22 octobre. Alors, dans la BCE 8, la conditionnalité prévue progresse, puisqu'on avait pour le moment un principe dans le verdissement qui imposait que 5% de la terre arable de l'exploitation soit dévolue à des surfaces d'intérêt écologique, parmi lesquelles il y avait des éléments de type mares, talus, bosquets, haies, etc., mais également des surfaces qui pouvaient être productives, des cultures dérobées, des cultures fixant de l'azote, et également des jachères. Le fait que ces éléments-là étaient rentrés dans les surfaces pouvant être comptabilisées pour atteindre ces 5% faisait que, globalement, une très grande majorité des agriculteurs atteignaient ces objectifs. Il y a un renforcement de cette conditionnalité, puisqu'on va passer de 5% à 7%. Et dans ces 7%, il faut avoir au minimum 3% d'éléments non productifs, donc de surfaces dites non productives, d'infrastructures agroécologiques, donc c'est-à-dire qu'on n'y compte pas cette fois les cultures dérobées et les cultures fixant de l'azote. Ou bien, si on a uniquement des infrastructures agroécologiques, le ratio est ramené à 4%. Alors, la stratégie est laissée au choix de l'exploitant. Et par ailleurs, et ça c'est un point très important qu'on va largement commenter à un moment donné de la présentation, il y a des coefficients de pondération qui sont donnés à chacun des éléments qui sont pris en compte pour atteindre ces 7, 3 ou 4%. Et vous allez voir, selon que ces coefficients de pondération
pour le moment, la proposition sur la table, c'est de les maintenir, les pondérations qui étaient en vigueur, mais potentiellement, ça c'est une phrase qu'on n'a pas inventée, qui est dans le document du PSN, le coefficient de pondération pour les haies serait peut-être revu, et vous allez voir que si c'est le cas, ça changerait beaucoup la donne. Donc, Catherine, au regard de ces éléments dans la BCAE 8, quelle est l'analyse de la fac? Ah oui, pardon, il y avait juste une diapo qui vous relistait là, c'est les types d'éléments pris en compte en ce moment parmi ces surfaces d'intérêt écologique. Donc, comme vous le voyez, il y a en vert à la fois des éléments qui sont arborés, des haies, des bandes enherbées, tous les éléments fixes du paysage, mais également des éléments qui ne sont pas arborés, des bordures de champs, des bancs de tampons, des mares, des fossés, des murs traditionnels en pierre. Voilà. Avec à chaque fois des jeux de pondération qui sont donnés à ces éléments. On ne va pas les commenter, on y reviendra plus tard. Donc, pardon, Catherine, l'analyse de la fac. Donc effectivement, on voit que sur le papier, on voit que cette conditionnalité est plus exigeante que la précédente dans le cadre du paiement vert, avec cette obligation d'avoir des infrastructures agroécologiques. Mais ce calcul est donné en pourcentage et est dépendant des équivalences que tu as présentées précédemment. Et donc, tout dépendra de cette équivalence pour vraiment avoir le niveau d'enjeu attendu. Et donc, pour la fac, on est opposé à une majoration supérieure de l'équivalence retenue pour les haies. Autant on pense qu'effectivement, il faut donner plus de valeur aux haies, parce que effectivement, les haies sont des éléments en 3 dimensions par rapport à d'autres infrastructures agroécologiques, comme par exemple les bandes enherbées ou les jachères. En plus, ce sont des éléments périns dans le temps et très longuement périns, puisque un arbre, ça peut vivre beaucoup plus que 100 ans. Donc, effectivement, on pense que ces haies doivent avoir plus de poids, plus d'importance, mais en gardant un niveau d'ambition supérieur. Et donc, c'est pour ça que nous, notre proposition, ce n'est pas de pondérer de manière supérieure les haies, mais c'est de donner une valeur à la haie proportionnellement aux autres IAE, aux IAE plus importantes, c'est-à-dire donc de maintenir 10 mètres carrés pour les haies et par contre de diminuer les bandes enherbées. Donc, en termes d'équivalence, aujourd'hui, c'est 1 mètre carré égale 9 mètres carrés, donc quasi équivalent aux haies. Et notre proposition, c'est de dire les bandes enherbées représenteraient 1 mètre carré égale 1 mètre carré, c'est-à-dire la surface exacte. Alors, une des demandes qu'on avait, c'était de ne pas compter les jachères dans les infrastructures agroécologiques, étant pas des éléments périns et pas contigus les uns aux autres, mais a priori, donc c'est une position européenne, donc elle doit faire partie des infrastructures. Merci. Alors voilà ce qu'il en était pour cette part minimale des exploitations agricoles à consacrer à la biodiversité. Et puis la conditionnalité BCAE 8 reprend le principe de ce qui est actuellement encore la BCAE numéro 7, à savoir un principe de maintien. Il est dans le document communiqué par le ministère inchangé, en fait, dans son principe, c'est-à-dire que sont maintenus les haies de moins de 10 mètres de large, les bosquets, les mares. Il est bien précisé, ça c'est très important, la fac qui est attachée à ce principe-là, que on fait bien la distinction entre un arrachage d'une haie ou d'un bosquet et une coupe à blanc, qui fait partie d'un principe de gestion et de renouvellement de ces haies, notamment pour valoriser le bois qui a été produit. Donc et puis, il y a des règles également de période d'interdiction de taille qui sont fixées. Et puis, s'il y a un principe de maintien, il faut aussi considérer que ces arbres ils sont intégrés dans des exploitations agricoles qui sont des outils de gestion qui peuvent évoluer pour différentes raisons, que ce soit de l'agrandissement, des besoins d'aménagement, etc. Donc, il peut avoir, à titre exceptionnel, et dans des cas qui font l'objet d'un agrément, des déplacements. Alors, des déplacements, ça veut dire destruction et reconstitution, même au double, de la haie sur un autre secteur pour un meilleur emplacement environnemental. Et cela se fait dans le cadre d'une déclaration préalable et par un conseil qui est apporté par un conseiller agréé BCAE 7. Le document en vigueur, communiqué par le ministère, ne va pas du tout au-delà pour ce qui seront les règles d'application détaillées, ce qui n'est pas tellement satisfaisant par rapport aux travaux qu'a engagé la fac. Catherine?
Donc, effectivement, pour ceux qui l'avaient suivi donc, lors du webinaire du mois de juillet, donc, on a réalisé donc, un bilan d'application de la BCE 7 en France et des propositions pour pouvoir améliorer son application, puisque effectivement, notre bilan n'était pas très optimiste, puisqu'on voyait que depuis la mise en place de cette BCE 7, on continuait à avoir des arrachages de haies de manière conséquente, soit donc des suppressions de haies directes, soit des suppressions de haies de manière indirecte par des pratiques dégradantes, voilà, et que les contrôles étaient peu appliqués. Donc, nos propositions restent ouvertes. Aujourd'hui, on a donc une rédaction qui est pour l'instant dans les grands principes. Nous n'avons pas les règles d'application qui vont être prises par des textes complémentaires, donc en 2022. Donc, nous restons sur notre demande de voir la définition de la haie évoluer, et en particulier sur la prise en compte des alignements d'arbres pour que ce soit considéré comme des haies et qu'elles soient protégées au même titre que les haies. Et puis, par ailleurs, donc, sur les règles de dérogation, nous avons fait des propositions dans notre note que nous continuons à porter dans les règles d'application. Si tu veux passer la diapo suivante. Donc, au-delà de ce problème de définition, il y a toute cette question de la souplesse apportée par les dérogations qui sont nécessaires, mais qui doivent être encadrées. En particulier, donc, sur le fait que toutes les dérogations nous semblent être nécessairement accompagnées par un technicien agréé pour vraiment voir la compensation qui sera apportée en termes de suppression de haies, puisqu'on sait très bien qu'une haie ancienne n'aura pas tout de suite aura beaucoup plus de rôle qu'une haie jeune, et donc avant de l'arracher, il faut bien se poser les questions, d'où l'enjeu de l'accompagnement. Et puis aussi d'éviter les dégradations douces mais certaines des haies. Donc effectivement, la possibilité de gérer, c'est important, et on va le revoir après dans les autres points, mais certains agriculteurs utilisent cette possibilité pour détruire petit bout par petit bout la haie en recépant et empêchant les repousses, ou en transformant des haies en alignements d'arbres. Voilà, donc les propositions que l'on a faites, les recommandations dans cette note restent ouvertes, et on espère pouvoir poursuivre notre discussion avec le ministère sur l'application de cette règle de protection. Alors, on change d'intervention, on ne va plus parler de la conditionnalité, mais maintenant de l'éco-régime. Donc, on remercie Florence Meuch de chargée mission PAC et aires protégées à la Fédération des parcs naturels régionaux de France, à partir de qui on a repris cette présentation qui est simplifiée et très intéressante, lors d'une présentation qui a été faite récemment en octobre en Normandie. Le ministère définit comme cela le principe de l'éco-régime. C'est un paiement découplé, forfaitaire, d'un montant fixe au niveau national qui est versé sur tous les hectares admissibles de l'exploitation, donc on n'est plus uniquement sur les terres arables, et qui se décline en 3 voies d'accès qui sont non cumulables entre elles. Ça a été un des grands points de négociation, et la FAC était favorable, et les organisations pour une autre PAC également, à un principe de cumul, ce qui aurait permis beaucoup plus de liberté dans les stratégies des exploitations, mais ça n'a pas été le choix retenu. Donc 3 voies non cumulables entre elles, et un complément qui s'appelle le bonus haie. Voilà, donc ces 3 voies, on a une voie qui concerne les pratiques de gestion agroécologique. Alors, on ne va pas les détailler aujourd'hui parce que là, on n'est pas directement sur la thématique de la haie, mais simplement pour vous dire qu'on peut y rentrer à la fois par des principes de diversification, par des principes liés à la place des prairies permanentes et des principes de couverture de l'interrang. Une deuxième grande voie est la voie certification, dans laquelle on retrouve l'agriculture biologique et également le label HVE. Et puis, il y a une troisième voie, alors que nous avons coutume à la FAC d'appeler voie IAE, infrastructure agroécologique, dont le nom officiel est biodiversité et paysage, mais on va l'appeler IAE, ce sera plus simple, puisqu'elle repose vraiment sur un pourcentage d'infrastructures agroécologiques plus élevé que la conditionnalité, parce que l'éco-régime, sa condition d'accès, c'est de faire un effort qui soit au-delà des règles de la conditionnalité qui ouvre droit au paiement de base. Et puis, vous retrouvez un bonus haie on va commenter dans un deuxième temps. On va d'abord parler de la voie IAE, mais simplement pour vous le présenter, ce bonus haie, il vient en cumul des 2 premières voies, pratique de gestion agroécologique et certification. Donc,
sur cette… oui, alors c'est pas à moi de commenter, je passe la parole à Catherine. Simplement, juste pour vous montrer aussi, là, c'est le même tableau, mais tiré cette fois de documents communiqués par le ministère. Vous avez exactement les mêmes informations, mais simplement, vous avez aussi des hypothèses de surface concernées, sachant qu'il y a des montants qui sont fixes, qui sont des montants avec à chaque fois pour ces 3 voies un niveau supérieur, pardon, un niveau standard, un niveau d'entrée de 60 € par hectare et un niveau dit supérieur à 82 € par hectare. Et donc, quelle que soit la voie qu'on choisisse, on bénéficiera à l'échelle de l'ensemble de l'exploitation de ce montant pour les 3 voies. Et donc, il y a un chiffrage qui est intéressant, c'est de voir les enveloppes concernées. L'enveloppe éco-régime, alors on n'a pas, il y a probablement des modélisations qui ont été faites, mais là, ils n'ont pas été communiqués. Elle est de 1 milliard, c'est un peu plus d'1,6 milliard pour ces 3 voies cumulées. Et puis l'enveloppe pour le bonus haie, qui vient s'ajouter soit à la voie pratique, soit à la voie certification. Vous avez son montant ici, il est de 40 millions. Voilà, ça permet d'avoir des ordres de grandeur avec 40 millions et des projections là, qui ont été faites par le ministère. Ça pourrait concerner potentiellement 6 millions d'hectares, et ce qui donne un ratio de 7 € par hectare pour ce bonus haie. Alors, quelle lecture en est faite par la fac, Catherine? Donc effectivement, comme beaucoup d'acteurs, nous avions porté la voie du cumul entre ces différentes voies, au moins la voie des pratiques et de la certification avec la voie des IAE. Ça nous semblait important de pouvoir cumuler, puisque ça aurait permis d'avoir une approche systémique de l'exploitation. Donc ce n'est pas le cas. Donc voilà, donc ça c'est une voie maintenant, c'est complètement fermé. Et donc, au vu de la possibilité d'accès aux 2 premières voies, donc la voie des pratiques et la voie de la certification, il est très probable que la voie des IAE ne sera pas ou sera très faiblement contractualisée, puisqu'elle est plus contraignante à atteindre, plus difficile, et que du coup, les agriculteurs opteront plutôt pour les 2 premières voies, avec les niveaux d'accès proposés. Donc, nous, ce qu'on demande, puisque la voie du cumul n'a été possible, c'est qu'en cas de sous-consommation des crédits de la voie IAE, bien qu'on puisse dédier ces crédits au bonus sur les haies et qu'en fait, on reste, qu'on associe l'enveloppe qui était prévue pour les IAE à une enveloppe gardée pour les infrastructures dédiées aux haies. Et donc, ce qui nous permettrait de soit rémunérer plus de gens, mais surtout d'augmenter le niveau de rémunération. Et puis, on va y revenir tout à l'heure. Le critère de pondération est encore là très fortement présent pour ce bonus sur les haies et pour le niveau d'impact qu'il pourrait y avoir. Donc, je ne le détaille pas. Donc, effectivement, on a aussi des points importants sur ce critère. Alors, le bonus sur les haies, justement, parlons-en. Donc, Catherine vient de le dire, avec le souhait de la fac que l'enveloppe qui puisse lui être consacrée aille au-delà de 40 millions, parce qu'avec 40 millions, on ne pourra pas faire grand-chose. Avec ça, donc, une fongibilité avec l'enveloppe qui est consacrée à la voie IAE. Donc, c'est tout de même un succès que ce bonus vienne s'ajouter comme complémentaire d'une voie qui serait uniquement pratique ou uniquement sur la certification. Il s'agit, tel qu'il est défini par le ministère, d'un bonus cumulable avec la voie des pratiques certification, pas cumulable avec la voie d'accès éco-régime IAE. Les critères à respecter pour l'obtenir, c'est être éligible à l'éco-régime au niveau base ou supérieur pour ces 2 voies d'accès, pratique, certification. C'est avoir un ratio de 6% minimum de haies sur la SAU. Et donc, si on est uniquement en terre arable, c'est bien 6% sur ces surfaces de terre arable. Et c'est disposer d'une certification attestant de la gestion durable des haies de l'exploitation, entre parenthèses, et entre guillemets, label haie. Et la rémunération prévue, annoncée, est de 7 € par hectare, avec donc 5,8 millions d'hectares qui pourraient être contractualisés, représentant une enveloppe de 40 millions. Quelle lecture en est faite par la fac? Voilà, donc, comme l'a dit notre président en introduction, on est très content de ce bonus, puisque c'est quand même un signal très fort qui est donné aux agriculteurs que les haies, c'est important, qu'il faut les préserver. C'est la première fois que la haie change de statut, finalement, dans cette nouvelle PAC. De contrainte, elle devient atout, et avec une rémunération spécifique qui lui est ciblée. C'est d'autant plus
important pour nous, c'est qu'a été intégrée la notion de gestion durable, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un linéaire de haies qu'il faut posséder, mais un linéaire de haies en bon état, géré durablement. Donc voilà, on applaudit des deux mains, on est content de cette décision, de cet arbitrage. Voilà, et on espère que ce signal sera entendu, reçu par les agriculteurs pour évoluer dans cette préservation des haies et dans l'augmentation de ce linéaire sur le long terme, puisqu'on sait que quand des mesures sont prises dans la PAC, on revient souvent pas en arrière, puisque normalement une PAC ne peut pas avoir des exigences environnementales plus faibles dans la PAC suivante. Donc c'est un vrai signal. Par contre, effectivement, nous, ce qu'on soutient, c'est deux choses. Le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait une meilleure rémunération, parce que là, aujourd'hui, 7 €, c'est quand même pas beaucoup, et que ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la voie des IAE qui risque d'être peu contractualisée. Donc, nous, on soutient la possibilité de la fongibilité des enveloppes pour avoir une meilleure rémunération, qu'on a évaluée largement supérieure pour que ça soit soutenable par les agriculteurs. Et d'autre part, c'est donc cette notion de garantie de gestion durable. Eh bien, nous, on souhaite vraiment qu'elle s'appuie sur la certification du label E, sans S, puisque dans celle du PSN, pour l'instant, ce n'est pas défini que c'est celui-ci. Donc, nous, on soutient cette certification, qui est une manière de garantir la gestion durable par une certification extérieure avec de nombreux indicateurs évolutifs dans le temps, qui permet à l'agriculteur de prendre en charge sa gestion au fur et à mesure de son apprentissage. Et donc, ce label, c'est une marque que l'on a déposée et qu'on porte, qui est en train de se déployer et qu'on espère être celle qui sera retenue pour cette garantie de gestion durable. Merci Catherine. Donc on a terminé la première séquence en vous présentant donc, ces deux aides du premier pilier et on va prendre un temps d'échange avec vous. Alors c'est Paul, je crois, qui a pu déjà sélectionner des questions et puis n'hésitez pas à mettre une astérix si vous voulez la parole dans le fil de chat. On va vous donner la parole au fur et à mesure. Et je vais, pour qu'on puisse se voir, voilà, couper l'écran. Effectivement, bonjour à tous. Dans les questions qui ont été posées, il s'agit plus de la notion de prise en compte à la fois des types de haies, de l'ensemble d'une exploitation agricole. Donc, sur la question des alignements d'arbres ou des haies spontanées qui ont pu s'installer de façon naturelle. Comment celles-ci vont être prises en compte dans la BCAE 7, plus globalement dans la nouvelle PAC. Voilà, ça c'est une première groupement de questions. Et sur la notion de maintien, d'obligation de maintien, toujours sur l'étendue de cette mesure, s'étend-elle sur l'ensemble de l'exploitation ou uniquement sur une partie du linéaire de l'exploitation? Donc, c'est vraiment cette question de qu'est-ce qu'on prend en compte à la base comme sur l'exploitation. Alors, je peux répondre. Donc, cette définition aujourd'hui, c'est toujours la même pour l'instant. C'est moins de 10 mètres de large. D'ailleurs, il y a souvent, on a deux définitions. On parle de 20 mètres et de 10 mètres, mais la définition pour la BCAE 8, c'est de 10 mètres de large, de moins de 10 mètres de large. Pour l'instant, il n'y a pas, c'est pas précisé, il n'y a pas de descriptif, on n'a pas la notion de définition qui était mise dans la règle d'application de la BCE 7. Donc voilà, ça reste encore à définir dans les règles d'application. Donc pour l'instant, on ne peut pas répondre à cette question directement. Et donc par contre, forcément, ça sera toujours sur le déclaratif de l'agriculteur, donc sur la cartographie qu'il fera de ces surfaces non agricoles comme support de contrôle. Donc, c'est là que les éléments et le descriptif d'attribution BCAE 8 ou pas sera fait. Donc, c'est vraiment sur les déclarations d'agriculteurs initialement. Donc, la cartographie qui est déposée et qui s'appelle les surfaces non agricoles. D'accord. Donc, je continue les questions, Catherine. Il y en a une sur la question
sur quelle surface, en termes d'hectares, quel type de surface sont pris en compte pour le calcul du bonus 7 € hectare. Alors j'imagine, est-ce que c'est uniquement sur les... Enfin, la question sous-entend uniquement sur les surfaces arables ou en prairie, ou alors uniquement ramené à la surface haies. Enfin voilà, comment est calculé ce bonus et quel hectare prend-on en compte? En fait, c'est toutes les surfaces admissibles, donc c'est prairies et culture. Donc ce n'est pas que les surfaces de terre arable comme pour la conditionnalité, où là c'est un pourcentage sur terre arable, là c'est toute la SAU admissible de l'exploitant, donc y compris les prairies. Et donc on va voir tout à l'heure le système de calcul pour parler des pourcentages, donc je ne vais pas détailler tout de suite, je pense que ce sera plus clair tout à l'heure. Alors, je prends connaissance, je suis pas assez rapide. Sois plus longue dans tes réponses, Catherine. Donc, il y a une notion plutôt de rapport entre les coefficients des différents types de SIE ou IAE. Donc là, en diminuant le coefficient bande enherbée, n'y a-t-il pas de risque à ce que les agriculteurs choisissent d'autres IAE non arborés comme les jachères et pas forcément les haies? Donc en fait, en diminuant les autres équivalences sur les autres IAE, est-ce qu'on ne favorise pas d'autres IAE, mais pas forcément la haie? Effectivement, c'est toujours une question de proportionnalité. En fait, comme il faut avoir un certain pourcentage, c'est comment je peux obtenir ce pourcentage le plus facilement possible. Donc, effectivement, la question de la jachère est une question importante qui a été soulevée dès le départ par beaucoup de structures, parce que un hectare de jachère, ça fait tout de suite une surface importante. Donc, mais cette question, enfin, on peut. Alors après, la question, c'est comment on diminue sinon la pondération de la jachère. C'est aussi une des questions. Donc, nous, on avait mis l'accent sur la bande enherbée parce que, effectivement, à un moment, la jachère était, on ne savait pas trop si elle allait être dans les IAE ou pas. Mais la question est la même pour la jachère que pour les bandes enherbées. L'idée, c'est de se dire comment on pondère davantage la haie, mais pas en augmentant sa valeur. On va voir pourquoi tout à l'heure, mais en diminuant celle des autres pour que les agriculteurs aient envie de planter des haies pour avoir moins de surface occupée sur sa parcelle, mais avec du coup, qui représente plus de pourcentage. En fait, si on dit aujourd'hui, une bande enherbée ou une jachère permet de remplir les pourcentages avec pas autant de surface que l'enjeu que ça devrait représenter en termes de milieu et de biodiversité. Ok. Non, merci. Et il y a des questions plutôt sur la question on revient sur la question de la déclaration de base finalement des haies par les agriculteurs et notamment au sein de la BCAE7, donc la couche BCAE7 et SNA. Voilà, comment est-ce que cette couche haies sera-t-elle modifiable? Est-ce qu'on va pouvoir faire évoluer cette couche, puisqu'aujourd'hui, on le sait, elle n'est pas optimum. L'étude que la fac a réalisée sur l'application de la BCAE7 montre bien qu'il y a des trous dans la raquette. Voilà, est-ce qu'il y a un processus d'amélioration? Est-ce qu'on peut envisager un processus d'amélioration de cette cartographie? Donc, je reprends aussi une remarque de Jacques Baudry sur le fait que l'IGN effectivement a effectué une cartographie des haies en France, qui est aujourd'hui accessible. Aidera-t-elle au contrôle? Voilà, comment va se faire cette amélioration des déclarations cartographiques des haies? On ne sait pas encore, c'est toute la question, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout est dépendant de ces fameuses surfaces non agricoles et de la déclaration qui en sont faites. Donc alors, un des points qui peut être soulevé, c'est que si la haie a une meilleure reconnaissance, on sera plus tenté de les valoriser et de les inscrire dans ses SNA. Ça, c'est une première des choses. La deuxième, c'est effectivement l'instrumentation de cette politique agricole. Donc ça va être le travail de l'État en 2022. Et c'est vraiment un des points que soulève Jacques Baudry que nous avons aussi, c'est comment on peut faire un lien entre les couches haies, donc le référentiel haies de l'IGN,
et cette politique agricole commune, parce que ce n'est pas que sur cette déclaration des surfaces non agricoles, c'est aussi pour le suivi des plantations, et donc elles puissent après être déclarées dans la protection des haies, que c'est aussi le suivi des MAE, la déclaration des MAE, parce qu'aujourd'hui, c'est une usine à gaz de tracer des MAE. Voilà, qu'on ait des identifiants qui se suivent et qu'on puisse tous avoir en commun pour avoir une meilleure représentation graphique, un meilleur suivi et une meilleure évolution de cette cartographie. Donc ça, c'est vraiment une discussion à avoir en 2022 et sur lequel la fac va être présente. Donc, je reprends encore les questions, toujours sur cette notion. Alors, voilà, déjà, partir avec une bonne cartographie, c'est une chose. Mais après, il y a la question du contrôle. Est-ce que dans le PSN, justement, des éléments ont été apportés sur le contrôle? Est-ce que la fac a également effectué des recommandations là-dessus vis-à-vis des contrôle vis-à-vis des haies? Comment est-ce envisagé au-delà des éléments de cartographie à la base? Oui, juste, je revenais sur juste ma réponse tout à l'heure. Par rapport à l'outil que nous, on souhaite mettre à connaissance et à portage pour cette instrumentation, c'est la GeoHaie, donc c'est une géoplateforme de la haie qui ferait le lien entre des outils métiers d'accompagnement des agriculteurs et une couche de haies toujours à jour. Donc c'est un petit peu cet outil qu'on veut mettre en lien avec l'instrumentation de la PAC. Pour revenir sur cette notion de contrôle, alors pour être un peu plus positif que mes propos précédents, aujourd'hui, depuis 2019, on voit que les contrôles ont vraiment démarré dans les départements avec des pénalités qui commencent à arriver chez les agriculteurs. Donc, c'est à partir du moment où des agriculteurs vont être pénalisés plus ou moins, ça dépendra du niveau d'erreur qui sera contrôlé, eh bien, ça va se savoir et probablement être mieux respecté. C'est vrai que cette BCE 7, elle est arrivée en 2015 rapidement, au dernier moment des négociations, dans un contexte de remise en forme de toute la PAC graphique qui a mis du retard dans le paiement des aides, ce qui n'a pas poussé les services, je pense, à mettre en place les contrôles sur cette BCE. On voit, là, donc on vient de recevoir Léo Magnin qui avait fait le webinaire avec nous la dernière fois, donc a sollicité la Commission européenne pour avoir tous les contrôles qui ont été faits sur cette BCE 7 et on voit nettement que les contrôles augmentent à partir de 2019 avec des pénalités qui arrivent. Donc, voilà. Donc c'est vrai qu'une mesure non contrôlée est peu efficace et c'est le premier emploi, c'est qu'elle soit contrôlée. Donc, on peut espérer que la prochaine PAC, le contrôle sera vraiment effectif, mis en place et devenu habituel et avec des retours de la fin de cette PAC-là et donc plus efficace. Oui, en termes d'entité aussi de contrôle, donc qui effectue ces contrôles, c'est qu'aujourd'hui, les contrôles sont réalisés par l'ASP, c'est les contrôles PAC donc, qui se font donc ils doivent contrôler 1% des agriculteurs. L'OFB joue aussi un rôle. Oui, alors l'OFB, pas directement sur le contrôle de la PAC, ce n'est pas leur rôle, ils ne sont pas contrôleurs de la PAC. Les contrôleurs de la PAC, c'est les services de l'ASP avec les services de la DDT ou DDT, suivant les départements. L'OFB, donc, ils vont intervenir en termes de police de l'environnement. Donc, alors, d'un côté, ils peuvent faire remonter des constats d'arrachage auprès des services de l'État. Et c'est vrai que nous, c'est un des points qu'on avait mis dans notre note sur la BCE 7, de demander que ces constats soient pris en compte dans les contrôles ciblés, ce qui est possible. Donc, si un organisme de police repère des arrachages et les dépose auprès des services de l'État, il nous semble normal qu'on puisse aller cibler les contrôles chez ces agriculteurs. Et d'autre part, effectivement, l'OFB, dans le cadre de cette police, utilise d'autres moyens pour éviter les arrachages, donc en particulier tous les textes qui concernent la protection de la biodiversité. Donc, si vous regardez le webinaire de juillet, vous verrez qu'il y avait un témoignage d'un service de l'OFB dans le Jura qui
donc ont pu mettre en place donc, des PV qui ont été jusqu'à leur terme autour de la protection des espèces, puisque les haies étant des habitats, donc forcément, ils protègent, ils abritent des espèces qui peuvent être protégées. Alors, 2 dernières questions, Catherine. L'une, donc plus technique encore, sur la question des équivalences. Donc, si on abaisse les équivalences pour l'ensemble des IAE, n'y a-t-il pas un risque à ce que les agriculteurs n'atteignent pas le seuil de la conditionnalité, fixé par la conditionnalité, ce nouveau seuil? Donc, comment rassurer les agriculteurs sur ce point-là? Et puis, d'autre part, c'est une question plus ouverte, qu'est-ce qu'on a gagné dans cette PAC-là? Bien sûr, avec cette notion d'intermédiaire où on n'a pas tout le niveau d'ambition qu'on souhaite, mais comme tu le disais, on a une architecture qui est posée qui va nous permettre de la faire évoluer dans le bon sens. Donc, rappeler un peu ce qu'on a gagné et effectivement là où il faudra qu'on soit plus fort pour la prochaine ou peut-être dans une révision de la PAC en cours. Alors déjà, il reste encore à gagner des choses et cette histoire de pondération, c'est la clé de tout ce qu'on vous a présenté, puisqu'on n'a pas arrêté de parler de pourcentage et derrière le pourcentage, bien, ça peut être très ambitieux ou très faiblement ambitieux. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter tout de suite. Donc, je ne vais pas m'étendre. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui l'a mis, je crois, dans le chat d'ailleurs, j'ai vu ça tout à l'heure. Voilà, de l'Académie de l'agriculture qui dit que cette PAC est une PAC intermédiaire et que c'est probablement la suivante qui sera plus exigeante. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qu'on a acquis là, c'est un pas vers la reconnaissance de la haie. Il faut s'en réjouir. Il faut espérer qu'elle soit quand même relativement applicable et appliquée. Et c'est pour ça que cette question de pondération est centrale. Et puis, il faudra continuer à se battre sur son application. Donc là, c'est les mois qui viennent devant nous. Et puis, il faut accompagner les agriculteurs pour qu'ils y ait plus de haies dans l'exploitation, pour qu'on ait moins peur de la PAC suivante. Donc moi, il me semble que les mesures du deuxième pilier sont vraiment à porter, on va y venir tout à l'heure, pour justement accompagner les agriculteurs vers cette évolution, vers ce changement de la prise en compte de l'arbre, de la haie et de l'agroforesterie au sens large dans les exploitations, pour que la prochaine PAC soit plus facile pour eux d'atteindre les objectifs. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Et juste, je réponds à la dernière question, Baptiste, sur la question des contrôles satellitaires. Donc, effectivement, c'est des contrôles qui sont mis en place aujourd'hui pour les contrôles surface et occupation du sol, mais qui ne sont pas utilisés pour la haie. Voilà. Et donc, il y avait un certain nombre de questions qui concernaient les MAEC et les aides à l'investissement et donc des démarches à faire auprès des régions. Donc, ce sera le troisième temps de présentation et débat et on va y venir. Mais avant ça, on va ouvrir une parenthèse très importante sur ces questions d'équivalence entre infrastructure et agroécologique. Donc, simplement pour illustrer, vous avez la France, dans le cadre du paiement vert, avait déjà mis en place ces 5% de surface d'infrastructure agroécologique à atteindre avec donc là, on n'a pas mis tous ces éléments, mais certains éléments là qui sont tous clairement des éléments fixes du paysage, donc on peut qualifier d'infrastructure agroécologique, des haies, des arbres isolés, etc., avec à chaque fois et des éléments de définition très importants et des éléments de pondération qui permettent au sein d'une ferme de comptabiliser tous ces éléments, de voir la surface théorique de surface d'intérêt écologique qu'on a et de la ramener à la surface totale de l'exploitation et d'arriver à un pourcentage. Donc, je vais laisser la parole là aussi à Catherine pour vous présenter un petit peu de comment ces éléments sont calculés aujourd'hui, comment il serait possible qu'ils évoluent et des premières modélisations qu'a fait la fac qui permettent de montrer en quoi, selon les pondérations qu'on donne, quelles seraient les conséquences. Alors effectivement, on va se mettre dans un exercice qui n'est pas facile, c'est d'essayer de se représenter un paysage, ramener une exploitation agricole. On va jouer entre plusieurs échelles et de lisibilité de cette question de pourcentage. Donc, j'espère que ça va être clair, parce que quand on calcule une densité de haies à une échelle d'exploitation, ça n'est pas la même chose quand on est à l'échelle du paysage, puisque c'est plein de parcelles qui se juxtaposent avec des interfaces, donc des haies qui sont communes entre deux agriculteurs, etc. Donc, on a essayé de faire quelque chose assez
pédagogique, mais voilà, je donne tout de suite cet avertissement. Alors, effectivement, dans cette PAC, donc se pose à de nombreux endroits cette volonté d'avoir un certain pourcentage d'infrastructures agroécologiques de manière large, que nous, on ramène à la question des haies. Donc pour 3% d'infrastructures agroécologiques, donc voir ce que ça pourrait représenter en termes de haies, et surtout ce bonus haies avec 6% de haies en gestion durable. Et là, que en haies. Donc pour calculer ce pourcentage, en fait, on est obligé de donner une valeur d'équivalence de surface à la haie, puisque là, on parle souvent de mètres linéaires de présence dans les exploitations, mais la PAC, elle parle de pourcentage par rapport à la SAU. Donc, dans la PAC actuelle, comme on l'a vu tout à l'heure, la haie, 1 mètre de haie représente 10 mètres carrés de surface d'IAE. Donc, ça veut dire qu'à peu près, en termes d'équivalence, une haie vaut 10 mètres de large. Donc, c'est aussi vrai que pour qu'une haie soit admissible, il ne faut pas qu'elle dépasse ces 10 mètres de culture à culture, donc au pied des haies. Donc, ça a aussi des conséquences sur l'admissibilité et sur la possibilité de laisser se développer la haie dans l'exploitation. Tout est lié. Donc, c'est quand même très important cette question de pondération. Donc, comme vous avez le petit calcul en bas de la page, là, donc 1 mètre de haie, 1 mètre de haie fait 10 mètres carrés, 60 mètres de haie fait 600 mètres carrés d'IAE, et donc 600 mètres carrés d'IAE sur 10 000 mètres carrés de SAU, ça représente 6%. Donc, référence, avec une haie de 10 mètres de large, pour avoir 6%, il va avoir 60 mètres linéaires de haies par hectare dans son exploitation. Donc 60 mètres de haies, donc vous avez un petit carré d'une parcelle de 100 mètres sur 100 mètres. Donc voilà, ça fait, si on prend qu'un côté, ça fait que 60 mètres sur un côté. Alors après, c'est beaucoup plus complexe que ça quand on va regarder des densités à l'échelle du paysage. C'est ce que je disais tout à l'heure, puisque là, on regarde la parcelle comme si l'exploitant gérait tout et que tout était pondéré à 1. Mais bon, pour rester sur le même exercice et pour avoir une notion de proportionnalité, on va rester sur cette représentation graphique et on reviendra tout à l'heure sur la notion de paysage. Donc, si on garde ce scénario de la PAC en vigueur, donc 1 mètre linéaire de haie égale 10 mètres carrés, pour avoir donc 6% de haies dans sa SAU, ça représente 60 mètres linéaires par hectare. Si on passe sur un autre scénario de pondération, donc qui serait un scénario d'une évolution défavorable, puisqu'on lui donnerait une surface supérieure, qui n'est pas complètement partie de nulle part, cette notion d'une haie de 20 mètres de large, puisque c'est la définition qu'on a dans la PAC. C'est donc à un moment, il est marqué que une haie, ça reste une haie quand elle ne fait pas plus de 20 mètres de large, et c'est aussi la définition de l'IGN. Donc, on considère que des arbres, des éléments ligneux alignés sur une ligne reste une haie quand elle ne fait pas plus de 20 mètres de large. Donc, c'est des éléments qui parlent, quand on parle d'une haie, de dire une haie, une équivalence de 20 mètres de large. Donc là, ça fait 1 mètre de haie, il faut 20 mètres carrés. Et donc, cette fois-ci, pour avoir 6% de haies dans sa SAU, donc si on reste sur la notion du bonus haie, il ne suffit plus d'avoir que 30 mètres linéaires de haies par hectare. On diminue par 2 l'objectif. Ensuite, ça c'est aussi une pondération qui existe dans la littérature ou dans des mesures publiques. C'est 1 mètre de haie égale 100 mètres de large, et donc 1 mètre de haie égale 100 mètres carrés. Donc là, c'est la pondération qui est prise dans HVE pour atteindre les points de la biodiversité. Donc, c'est une référence qui est défendue par un certain nombre d'agriculteurs de proposer qu'on aligne HVE avec la PAC, ou plutôt la PAC avec HVE, je dirais plutôt dans ce sens-là. Et donc là, l'exigence du coup est diminuée par 10, puisque pour avoir 6% de haies dans son exploitation, il ne faut plus avoir que 6 mètres par hectare. Alors, quand on regarde ça à l'échelle d'un paysage, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plus complexe que le petit carré du haut, parce que en fait, c'est un ensemble de parcelles de plusieurs exploitants, sachant qu'on a des bordures avec des routes, on n'a pas que des haies intraparcellaires. Donc, globalement, quand on a
cette densité-là, alors on ne va pas dire que la densité du paysage, c'est pratiquement le double, mais c'est pas loin, c'est autour de 100 mètres linéaires par hectare de SAU à l'échelle du paysage, parce que en fait, c'est comme si on prenait les haies d'un exploitant 1 à les haies d'une exploitation B, qu'on les associait ensemble dans le paysage, et donc du coup, ça ne fait pas 120 mètres linéaires par hectare, c'est un petit peu moins, mais ça donne un paysage un peu similaire à des parcelles de 2 à 4 hectares entourées de haies. C'est celui qui est présenté sur la photo aérienne. Si on prend la simulation suivante, on commence à élargir la maille et on commence à plus pouvoir fermer certaines parcelles. Donc là, c'est pareil, 30 mètres, on n'est pas complètement au double. Voilà, mais donc, ça donne à peu près cette image-là de paysage. Quand on commence à parler de 6 mètres par hectare, bah là, c'est plus que des petits bouts de haies perdus dans un paysage très ouvert. Là, on n'a plus cet effet de cumul d'exploitation entre elles. Donc, c'est vraiment quelque chose de sporadique, perdu au milieu de très grandes parcelles, telle que l'image vous la donne ici. Donc, on a essayé de regarder à l'échelle France entière ce que ça représenterait suivant les 3 scénarios du nombre d'exploitations qui pourraient atteindre 6% de haies dans leur système en fonction donc, de la représentation que l'on garde. Donc, c'est un travail qui a été réalisé, qu'on est en train de faire avec Solagro et l'Université de Poitiers Thibault-Preux, donc avec des extractions de données de croisement entre le RPG et la couche E de l'IGN, suivant une méthodologie qui a été déployée pour la mise en place des paiements pour services environnementaux portés par le MTE. Donc, on a fait un travail donc sur 18 départements. En réalité, il y en aura 20 pour l'instant, donc il nous manque encore des données. Il y en aura même 22 en finale. Donc là, pour l'instant, vous pouvez vous présenter les données sur 18 départements. Donc, on a choisi ces départements représentatifs de la diversité des systèmes agricoles en France, de la densité des haies par département et puis de la présence de prairies. Donc, en fait, on voit qu'on peut faire 3 grands groupes de départements. Les départements avec une faible densité, moins de 30 mètres linéaires par hectare de SAU total. Donc là, on regarde le paysage. Les groupes de très forte densité, de plus de 60 mètres linéaires par hectare, et les groupes moyens, entre 30 et 60 mètres linéaires par hectare. Donc voilà, vous avez les numéros de départements qui ont été choisis, qui sont regroupés sur cette carte. Donc, on voit ici la densité par département. Donc, plus c'est vert foncé, plus il y a une forte présence de haies dans les systèmes. Et vous avez tous les points orange qui sont des départements tests que nous avons pris pour donc, extraire les données. Donc, voilà, donc ça c'est suivant les 3 scénarios, bien, on voit que pour atteindre 3% de haies dans l'exploitation, en fait, les exigences sont différentes. Si on est à 10 mètres carrés, il faut avoir au moins 30 mètres linéaires. Si on est à 20 mètres carrés, au moins 14 mètres linéaires. Si on est à 100 mètres carrés, 3 mètres linéaires. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir plus de 6%, il faut avoir au moins 60 mètres linéaires par hectare quand on est à 10 mètres carrés, 30 mètres linéaires par hectare quand on est à 20 mètres carrés et 6 mètres linéaires par hectare quand on est à 100 mètres carrés. Donc là, on a fait l'exercice en disant que dans les 3%, qui est la conditionnalité, on mettait que des haies, mais effectivement, c'est un exercice maxima, hein, parce que effectivement, les exploitants pourront couvrir ce pourcentage avec d'autres IAE. Mais c'est intéressant de faire l'exercice pour voir certains départements, ils atteignent rapidement ce pourcentage. Donc voilà, ça donne ces proportionnalités d'exploitation qui pourraient toucher le bonus haies à l'échelle française, parce que donc on a fait une extrapolation de nos départements pilotes. Donc on a mutualisé, jumelé des départements qui se ressemblent pour extrapoler. Donc là, on voit plus c'est foncé, donc plus d'agriculteurs peuvent prétendre au bonus haies. Donc, quand c'est en bleu foncé, plus des 3/4 des exploitants pourraient
prétendent au bonus haie, avec donc une haie à l'équivalence de 10 mètres carrés. Quand c'est en bleu clair, c'est moins du quart des exploitants peuvent prétendre au bonus haie. Donc, en blanc, c'est les données qui nous manquent aujourd'hui pour faire l'extrapolation. Et donc, on voit que plus on diminue, on augmente, on va dire, l'équivalence, bien moins l'exigence est forte, et donc plus d'agriculteurs peuvent y prétendre, mais moins le niveau d'ambition sera grand. Et ça veut dire que moins on aura de préservation et d'augmentation du linéaire des haies dans le paysage. Donc là, on voit donc, le bleu foncé augmente fortement. Et même, on voit qu'on n'a plus donc, de territoire où il y a moins de 25% des agriculteurs qui peuvent prétendre au bonus haie. On a à minima entre 25 et 50%. Et puis, si bien sûr on passe aux simulations supérieures, là, quasi tous les territoires peuvent prétendre au bonus haie avec plus de 75% des agriculteurs qui pourraient l'atteindre, puisque il suffit plus d'avoir que 6 mètres linéaires par hectare, ce qui est relativement faible. Merci Catherine pour ce détour sur les équivalences, mais on l'a vu qui conditionne tout ce qu'on va après pouvoir défendre dans conditionnalité et dans l'écorégimes, que ce soit pour la voie IAE, pour le bonus. Donc, on va prendre un temps d'échange peut-être un petit peu plus court pour terminer bien à l'heure. On peut prendre 10 minutes et puis on présentera ensuite les mesures qui vont concerner les MEC et les aides à l'investissement sous l'autorité de gestion que sont les conseils régionaux. Alors Paul, est-ce que tu as eu des questions de compréhension ou des commentaires sur ce qui a été présenté? Oui, alors bon, c'est toujours la question finalement du rapport des équivalences entre, désolée Catherine, entre les différentes IAE. Peut-être qu'on peut rappeler aussi un autre élément, peut-être qui pourrait alimenter la réflexion, d'expliquer peut-être le poids aussi en termes de services rendus, services écosystémiques rendus entre la haie et une bande enherbée, par exemple, et comment cette équivalence peut se rééquilibrer, se reconstruire sans laisser des IAE de côté, mais tout en ne surestimant pas leur surface et du coup l'attente des différentes aides. Effectivement, tu as donné quasi la réponse, je pense, dans la question. C'est bien une question d'efficacité de l'IAE. Nous, il nous semble que la pondération doit être proportionnelle à son efficacité. Et on ne veut pas dire que les bandes enherbées ou les jachères ne sont pas utiles et favorables. Ils le sont, ils permettent de mailler un territoire, mais il faut qu'on leur donne l'équivalence proportionnelle à leur rôle. Et on sait que si on veut qu'une bande enherbée soit efficace, il faut qu'elle fasse au moins 5 mètres de large, voire 10 mètres. Donc, si on lui donne une équivalence de 1 mètre carré égale 9 mètres carrés, on n'atteindra pas la surface nécessaire pour que la bande enherbée remplisse son rôle. Donc, en fait, cette notion de pondération, elle est en fonction de la capacité de l'IAE à remplir sa fonction et la largeur qu'elle doit faire ou l'état qu'elle doit avoir pour remplir son rôle. Et pour qu'une bande enherbée remplisse son rôle, il faut qu'elle soit suffisamment large. Par contre, une haie, il faut aussi qu'elle soit assez large, mais elle a la capacité d'être en 3 dimensions, puisqu'elle a la dimension de hauteur qui n'est pas présente dans la bande enherbée. La bibliographie là-dessus est assez claire et elle montre très bien la notion de proportionnalité et d'efficacité entre une haie, une bande enherbée et une jachère. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on veut mettre des haies partout en France. Effectivement, peut-être que des agriculteurs souhaiteront plutôt mettre des bandes enherbées ou des jachères, mais il faut lui donner la proportion en fonction de la surface qu'il faut atteindre pour avoir l'efficacité attendue. Bien. On nous demande aussi d'avoir peut-être une modélisation d'une carte des départements qui se colorent, en commençant par le seuil des 3%.
pour voir justement la capacité des agriculteurs avec uniquement les haies, parce qu'on redit bien, hein, c'est uniquement la notion de densité de haies qui est prise en compte, voir voilà, le degré d'intégration, au moins dans la conditionnalité, uniquement avec les haies. Oui, alors ce calcul, on l'a fait, on a fait ce choix de représentation graphique que pour les haies, parce que ça nous semblait le plus facile à appréhender, parce qu'effectivement, dans les 3%, on peut mettre d'autres IAE, mais donc ce calcul, on l'a fait, donc on sera capable d'en sortir les éléments. Mais on attend d'avoir toutes les données pour avoir une carte complète, et pour ce soir, on a mis le focus sur le label, le bonus haie, par contre c'est un lapsus, sur le bonus haie, parce que il est, lui, consacré aux haies, donc ça nous semblait plus démonstratif. Alors, je reviens sur on en a déjà parlé, mais il y a 2 questions qui reviennent, donc je propose qu'on le réaborde. C'est la question de comment va être calculée cette densité pour le bonus. Est-ce que c'est du déclaratif? Est-ce qu'il y a un outil particulier via Télépac? Est-ce que c'est à partir de la carte produite par l'IGN? Est-ce que la GOE jouera un rôle là-dedans? Donc, où en sont les discussions avec les ministères, avec le ministère de l'Agriculture sur cette question-là? Mais il n'a pas commencé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est un élément qui nous est sur notre to-do list. Donc, voilà, c'est des éléments qui nous semblent importants à discuter, mais pour l'instant, il n'a pas commencé. Parce que là, je pense que le ministère était plutôt dans l'urgence de la construction de son PSN, hein, puisque, comme l'a dit tout à l'heure Philippe, les délais étaient très courts. Ils ont travaillé jour et nuit pour aboutir à la rédaction de ce PSN pour la fin de l'été, pour que l'autorité environnementale puisse l'avoir et donner son avis qui est sorti là au mois d'octobre. Et donc maintenant, ils vont réfléchir sur sa mise en œuvre et ce que j'ai dit tout à l'heure, l'instrumentation de cette PAC. Mais donc, je suppose que tout va partir des SNA, en fait, hein. C'est l'outil de calcul. Des SNA, on calculera les IAE, on calculera, on protégera les BCA8, enfin les haies BCA8, on calculera le bonus F. Enfin, tout, c'est pour moi, enfin, je le vois comme ça, l'outil de calcul de base. D'où le fait qu'elle soit bien déclarée. Et sachant que ce n'est pas au choix, les SNA, de déclarer les haies, c'est obligatoire normalement. Alors, il y a une intervention d'un paysan qui témoigne sur le fait que 7 € n'est peut-être pas suffisamment stimulant pour aller vers la haie. Ce bonus de 7 € est trop faible. Quelle position? Alors, c'est là où le label haie rentre aussi en jeu, parce que c'est aussi un tremplin pour aller vers d'autres valorisations. Enfin, comment prendre en compte, donc bien sûr, signifier que ce n'est peut-être pas suffisant, mais ouvrir sur d'autres pistes de rémunération de la haie, et quelle forme d'animation on peut générer, et comment la PAC s'inscrit dans un paysage plus global et n'est pas le seul dispositif qui permet de rendre la haie incitative. Donc, effectivement, si ce bonus s'appuie sur le label haie, qu'à partir du moment où on l'a, il peut permettre de faire reconnaître sa gestion durable et de pouvoir le valoriser dans la vente de son bois, dans la vente de ses services auprès de collectivités, auprès d'entreprises. Donc, il faut voir la PAC comme un outil complémentaire ou plutôt l'inverse. Voilà. C'est-à-dire que le label, comme il a été conçu, il est ouvert pour pouvoir permettre à l'agriculteur de valoriser ses haies dans plein de dimensions. Après, moi, je dirais que cette PAC, comme l'a dit tout à l'heure Baptiste, dans la présentation du tout début, c'est plein de briques que chaque exploitant va assembler au mieux dans son système d'exploitation. Et vous allez le voir tout à l'heure, il y a une MAE aussi qui est présente et qui peut permettre d'être mieux rémunéré pour les agriculteurs qui aussi de la gestion de haies. Donc, je pense que chacun va réfléchir en fonction de son système, des contraintes qu'il veut avoir en termes de contrôle, des possibilités qui lui sont offertes. Donc, et moi, je redis qu'effectivement, ce montant, nous, on ne le trouve pas suffisant. On avait proposé beaucoup plus. Voilà, c'est celui qui est défini pour l'instant.
Mais l'important, au-delà de ce montant, c'est le fait qu'il est inscrit dans la PAC. Et ça, c'est dans le premier pilier. Ça, c'est vraiment ce qui nous semble quand même très important. Alors effectivement, sur un montant qui est trop faible. Et puis, peut-être une dernière question pour rester dans les temps, comme Baptiste l'a demandé. Sur la question peut-être de la modélisation, parce que donc, effectivement, l'étude que l'on mène aujourd'hui, la nationale, avec Solagro et l'Université de Caen, est-ce qu'on connaît la surface qui serait concernée, du coup, totale, hein, qui serait concernée par le bonus et du coup l'enveloppe qui serait à mobiliser pour justement finalement plaider auprès du ministère sur l'enveloppe nécessaire pour répondre à ce bonus. Oui, alors du coup, ces calculs, voilà, ils sont en cours, ils ne sont pas finis. Donc on aura on aura la capacité de calculer des surfaces, des nombres d'agriculteurs. Là, on a fait le choix de présenter que des grandes données, puisque rien n'est encore stabilisé. Donc on est en train on poursuit ce travail avec nos partenaires. Et donc, avant de sortir des chiffres, on veut stabiliser nos chiffres. Voilà. Mais on aura des éléments donc plus précis à présenter dans quelques semaines, assez vite maintenant, qui ira jusqu'au nombre d'exploitants et aux surfaces. Bon, voilà, enfin, je propose qu'on arrête là. Il y a quand même, on pourra revenir peut-être dans un deuxième temps encore sur l'attractivité des 7 € vis-à-vis de la notion de gestion qui est associée. Juste je réponds à la place de Catherine pour rapidement, en tout cas, sur la gestion durable, finalement, et si on a une gestion durable, celle-ci est beaucoup moins onéreuse qu'une gestion mécanique répétitive sur les haies. Donc, on change déjà les charges quand on bascule en gestion durable, on les diminue fortement. Donc, ce serait déjà un gain de fait. Et puis après, comme le disait Catherine, l'objectif, c'est d'élargir et de pouvoir accéder à d'autres sources de rémunération de la haie qui soient complémentaires à celles de la PAC. Merci Paul. Alors nous rentrons dans le troisième et dernier temps de présentation débat qui concernera cette fois les aides du second pilier pour lequel les autorités de gestion sont à la fois l'État et à la fois les régions dans le cadre d'arbitrages qui ont eu lieu entre ces deux parties. Donc, nous allons ici vous présenter que les aides du deuxième pilier qui peuvent avoir une incidence sur la thématique du développement de l'agroforesterie, des aides qui sont là pour accompagner les agriculteurs dans les évolutions de leurs pratiques et de leur système, donc à la fois des mesures agro-environnementales et climatiques et des aides à l'investissement. Pour ce qui est des MAEC, il y a donc elles sont détaillées là aussi dans le document qui a été communiqué par le ministère le 13 septembre. Les régions l'ont eu, je pense que c'est un document qui circule. Il y a d'une part une MAEC qui s'intitule Biodiversité, dans lequel il est possible de soutenir l'entretien durable des infrastructures agroécologiques. Ça concerne uniquement l'entretien sylvicole et les cahiers des charges pour le moment n'est pas encore spécifié pour cette MAEC, mais il est possible que ce soit sur la base du cahier des charges de la mesure actuelle Linéa 09 et avec une rémunération de 0,9 € du mètre linéaire. Il y a également des MAEC qui ont des catégories thématiques au sol, dans lequel il est mentionné dans le document du PSN qu'il y a une obligation de maintien des IAE avec un certain pourcentage de haies qui n'est pas encore défini. Voilà, et également une MAE forfaitaire dit transition bas carbone, là aussi pas détaillée, mais dans lequel s'il y a la thématique du carbone qui est présente, ben, on sait que les arbres jouent un très grand rôle de ce point de vue-là, donc on peut imaginer qu'elle concernera également qu'elle aura des incidences sur la thématique des haies. Donc on est le point important, c'est qu'on attend les conditions d'ouverture par les différents conseils régionaux et dans un deuxième temps, une fois qu'elles seront ouvertes, ces mesures vont être, leur cahier des charges va être précisé. Donc là, le message principal, Catherine.
Bah là, le message principal, c'est de se mobiliser auprès de ces régions pour ouvrir cette MAE, c'est entretien des infrastructures. Donc, cette mesure, elle a été toilettée. Aujourd'hui, elle reconnaît la gestion durable avec une rémunération qui, elle, au contraire du bonus haies, est une rémunération qui prend en compte les coûts d'entretien des haies réellement, les coûts de gestion durable d'une haie. Donc, les calculs et les références que nous avons ont servi de base à ce montant. Donc, on affirme que ce montant est juste. Donc, il me semble important de pouvoir la déployer pour mobiliser les agriculteurs sur la reprise de leur gestion, la reprise de leurs haies. Voilà. Pour l'instant, on n'a encore pas beaucoup de retours de cette position. Donc, il faut se rapprocher de ces régions pour demander l'ouverture de cette MAE et pas uniquement sur les territoires en enjeu biodiversité. Parce que c'est un risque, hein, c'est qu'on localise les MAE que sur certaines zones en jeu. Et de façon complémentaire. Oui, pardon. Oui, je voulais dire, c'était maintenant que ça se décide, en fait. Hein. Donc, ils sont en train de décider les ouvertures des mesures avec les enveloppes associées. C'est le message principal. Et en termes de calendrier de ces négociations, pour le moment, officiellement, la date de rendu du PSN, c'est 31 décembre. Et donc, les régions doivent avoir rendu leur copie pour cette date-là, si ce n'est avant. Donc, il faut vraiment aller vite parce que ensuite tout sera joué et on rentrera dans la phase de définition fine de ces MAEC et de leur cahier des charges, ce qui sera une étape très importante, mais encore faut-il pour cela qu'elles soient ouvertes dans les différentes régions. Alors, ça va faire le lien avec les aides à l'investissement, parce que là aussi, c'est la même chose. On a une très longue liste d'aides à l'investissement. Parmi toutes ces aides, il y en a une qui s'appelle la mesure 68.2, qui concerne les investissements vus comme non productifs, qui peut considérer à la fois des investissements matériels et immatériels, et dans lequel il est bien précisé que cette mesure-là peut permettre de financer des chantiers de plantation, d'entretien de haies ou d'arbres, de la mise en place de systèmes agroforestiers intraparcellaires, des ouvertures de milieux forestiers, du boisement terre-école et ce qui peut concerner les corridors écologiques. Donc, même topo que précédemment, c'est en ce moment que se joue l'ouverture de ces mesures qui sont très complémentaires des MAIC. Là, même message hein, que pour les mecs. Alors, juste petite précision, les mesures agro-environnementales ne sont plus définies au niveau local et au niveau régional. Les cahiers des charges sont définis au niveau national, sauf les MAE de transition, donc en particulier celle du bas carbone. Mais les autres mesures ont été définies au niveau national, les cahiers des charges sont fixés, et après, donc, on est à la marge dans les adaptations régionales. Ce qui est vraiment important, c'est leur ouverture. Et par contre, là, pour les mesures sur les investissements non productifs, donc effectivement, il y a l'enjeu de l'ouverture de la mesure. Donc, dans cette mesure, il y aura un axe pour l'agroforesterie qui est en cours de travail. Donc, nous, on mobilise de nouveau le réseau pour que les régions ouvrent cette mesure très importante qui pourrait prendre le relais du plan de relance. Et effectivement, par contre, on est très attentif à la possibilité de la mettre en œuvre après, parce qu'on sait que les crédits européens, c'est souvent très complexe. Et donc, son applicabilité dépendra de ces cahiers des charges des appels à projets. Donc, mais ça se fera dans un second temps. Le cadre va être posé, les haies sont possibles dedans, c'est ce qui est inscrit, mais il faut que ça soit ouvert. Et après, on regardera comment construire le cahier des charges d'intervention. On a déjà commencé à mettre en place des notions de barème dans le plan de relance, donc on continuera dans ce sens-là, réfléchir à la notion de collectif, voilà. Essayer de simplifier les mesures parce on a le retour de la 8.2 et la 4.4 qui étaient des mesures un peu usine à gaz. Et pour que ça fonctionne, il faut les simplifier. Donc ça, c'est l'enjeu de 2022. Merci. Et donc, pour ces deux points, MAEC et aide à l'investissement, vous pouvez soit, si vous avez des relations de travail étroites avec eux, contacter directement votre conseil régional ou bien passer par l'intermédiaire de vos DDT ou DRAF.
Une manière très efficace aussi de faire remonter des propositions, de vérifier que ces mesures vont bien être ouvertes, c'est de vous adresser à vos référents régionaux du réseau Réunir AF, un réseau qui est copiloté par l'APCA, Assemblée permanente des chambres d'agriculture, et la FAC, et qui travaille plus spécifiquement sur les questions de politique publique autour de l'agroforesterie. Donc, il y a déjà des messages qui ont été passés, mais ça peut être, et puis il y a plusieurs personnes là qui en sont membres, qui sont là aujourd'hui avec nous. Et puis, si vous êtes dans une région où vous avez une AFAC régionale constituée, n'hésitez pas également à passer par votre AFAC régionale. C'est autant de canaux pour solliciter votre conseil régional si vous n'êtes pas à l'aise pour le faire directement. Donc, on va prendre un temps d'échange à ce sujet. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat des cahiers des charges sur les mesures d'aide à l'investissement actuelles, mesure 8.2, mesure 4.4, parce que c'est des choses dont on peut discuter des heures. Si on prend des questions, c'est plutôt sur éventuellement des démarches déjà en cours ou des questions que vous aurez sur la façon d'intervenir auprès de vos régions. Et puis, ça nous permettra de terminer à 18h35, vu qu'on a commencé à 17h05. Oui. Moi, je vois une question là par rapport aux MAE. Effectivement, les MAE forfaitaires sont gérés par les régions en termes d'enveloppe et de contenu, mais sous réserve qu'ils soient compatibles avec les demandes de la Commission européenne en termes de contenu. Mais par ailleurs, on a quand même une ouverture des MAEC. Ce n'est pas parce qu'elles sont nationales en termes de cahier des charges qu'elles seront ouvertes dans les régions. Donc, il faut quand même qu'elles soient ouvertes pour être mises en œuvre. Donc, le cahier des charges est national, leur applicabilité est dépendante des régions. C'est une précision. Alors, on peut peut-être prendre deux questions tour à tour. Il y a une question du côté d'Alter Bourgogne qui demande quand a lieu les différentes mesures pour les régions. Alors, ça a déjà commencé à se discuter. Dévoile pas un secret en disant que la thématique de l'agroforesterie n'est peut-être pas la thématique la plus importante dont les régions ont commencé à discuter, des retours qu'on a pu avoir de différentes régions qui commencent par discuter de sujets vus comme prioritaires, comme les questions d'aide à l'installation, etc. Néanmoins, depuis que le ministère a transmis la première version du dossier du PSN, donc depuis le 15 septembre, on peut considérer que les échanges ont commencé et ça doit se terminer. On n'a pas de vision exacte du calendrier, mais officiellement pour le 31-12. Donc, il ne faut pas tarder. Et puis, il y a une demande qui, là, peut-être ça permettra aussi de faire le lien avec un peu les perspectives et la façon dont vous souhaiteriez être appuyé par la FAC du côté de Promet dans la façon de se mobiliser auprès de la région. Est-ce qu'il y a une trame qui peut être fournie par la FAC sur ces points-là, ou est-ce que c'est plutôt du ressort là, de chacune des régions? Mais il y a peut-être des démarches qui peuvent être mutualisées, tant dans l'interpellation des régions que dans le travail de réflexion en commun. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que les régions allaient commencer à expliquer leur politique et à présenter donc leurs propositions. Donc, c'est dans ce cadre-là que les échanges peuvent avoir lieu, quoi. C'est-à-dire que pouvoir participer aux présentations et aux débats pour l'inscription des mesures. Donc, c'est en plusieurs régions, là, nous ont fait, plusieurs membres de nos réseaux nous ont fait remonter les présentations qui ont pu déjà commencer à avoir lieu dans certaines régions et les ouvertures des mesures, donc par exemple la 68.2 en particulier. Donc, il faut s'inviter au rendez-vous pour pouvoir avoir la connaissance déjà des éléments pour pouvoir porter les propositions. J'ai peut-être une question à t'adresser, Catherine, qui a déjà été posée précédemment et qui est reposée par Lise Chevalier. Est-ce que le deuxième pilier financera-t-il les 3% obligatoires? Est-ce que ça pourrait être pris en compte et être mobilisé dans le second pilier, ou est-ce que ça sera déduit des aides attribuées au deuxième pilier, dans le cadre du deuxième pilier? Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. Moi, j'imagine que des aides peuvent être utilisées pour faire reconnaître le 3%. Ça ne me semble pas incompatible. Voilà. Donc, puisque aujourd'hui, toutes les
toutes les haies plantées par des dispositifs publics devraient être dans les SNA, être protégées et pourraient intervenir dans les pourcentages. C'est un petit peu c'est la logique de l'accompagnement du deuxième pilier. Pour moi, le deuxième pilier accompagne la transition et le premier la reconnaît. C'est un peu comme ça que c'était imaginé. Peut-être que on voit qu'il y a des drafts qui sont présentes, et puis il y a Catherine Lerolec de Solagro qui nous dit que c'est les drafts qui décident ou pas de l'ouverture des MAEC sous l'égide du CREC, où sont invités à être présents les conseils régionaux. Si vous participez directement à ces échanges-là, peut-être que vous pouvez nous faire un retour de l'intérieur sur la façon dont ça se passe dans votre région. Oui, bonjour. En fait, les CREC, ils existent déjà aujourd'hui, hein, et ce n'est que la poursuite des mêmes CREC. Et il est préconisé par le ministère de l'Agriculture que les futurs CREC incluent soient présidés ou soient coprésidés également par les régions. Donc moi, je pense que la mise en œuvre va être variable selon les régions et l'implication des régions va être variable. Et c'est vraiment les drafts qui, en ce moment, en tout cas pour la région Occitanie, c'est ce qu'on voit, en ce moment, réfléchissent avec leurs acteurs traditionnels, tels que, certes, les régions, mais également les DREAL et puis d'autres partenaires, ils réfléchissent à des stratégies, c'est-à-dire c'est quoi leurs enjeux, etc. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut que les AFAC ou autres acteurs soient présents et interviennent. Je pense que les concertations sont en train de démarrer dans l'ensemble des régions. Je sais qu'elles démarrent, mais à un petit groupe au niveau de l'Occitanie. Voilà, je ne sais pas pour les autres régions. Merci à vous, c'est très parlant. Eh bien, on va arriver au diapo de conclusion et ça permettra en résumé de tracer quelques perspectives. Et puis, bien sûr, vous pourrez, suite à cette présentation-là, qu'il faut peut-être avoir le temps de digérer, nous envoyer des demandes de précision où on va recueillir les différents besoins. Et puis, la commission PAC-AFAC, donc une commission composée d'élus et également de membres adhérents de la fac qui ont une expertise sur le sujet, qui avaient envie de s'investir. Donc, c'est une manière de rappeler que les commissions de travail de la fac sont ouvertes pas uniquement aux membres du conseil d'administration, va se réunir dans 7 jours, le 10 novembre, et permettra de tracer un peu la façon dont la fac va se mobiliser dans les 2 mois qui restent, en fait, pour essayer d'avoir la PAC la plus ambitieuse pour accompagner le développement de l'agroforesterie dans les prochains mois. Donc, Philippe, si tu veux en résumer, faire le mot de conclusion sur les points forts, et puis… Oui, merci Baptiste. Bon, effectivement, comme vient de vous le dire Baptiste, c'est un gros morceau là qu'il faut digérer. Enfin, je pense pour certains d'entre nous, on connaît relativement bien, mais je pense que c'était important de revenir sur effectivement le détail de ces mesures et dans leur application. Donc à la fois cette question de coefficient de pondération, les règles d'application de la BCE7, et puis aussi effectivement la question de son contrôle, du contrôle de cette application. Le bonus est, le fameux bonus est, on a vu que cette question des 7 € pose beaucoup de questions à beaucoup d'entre vous, et effectivement, il y a certainement une question fondamentale à régler là. Alors, peut-être que la réalité, c'est qu'il faut voir le positif de cette PAC d'ores et déjà, quels que soient les montants qu'on aura obtenus, et puis se dire, comme disent certains, qu'il faut attendre la prochaine. Alors, j'entends aussi d'autres dire on n'a pas le temps d'attendre. Enfin, on l'a dit depuis de nombreuses PAC, mais avec effectivement l'urgence climatique, on dit c'est peut-être encore plus important d'aller vite. Bon, peut-être que la réalité, c'est celle-là. C'est déjà un grand pas en avant. Donc, on a sans doute là une PAC qui est quand même beaucoup, qui représente une avancée notable pour ce qui concerne la prise en compte de la haie et de l'arbre en général dans les exploitations agricoles. C'est sans doute encore une étape avec des expérimentations, y compris donc avec ces mesures applicables effectivement en région, donc une expérimentation nouvelle, mais vraiment
je souligne encore avec une évolution vraiment notable, hein, on tient à le dire, hein, comme Catherine l'a dit tout à l'heure, on est très satisfait de ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, même si on est très attentif aux détails de cette mise en œuvre. Donc, certainement qu'on sera insatisfait, sans doute, du résultat. J'ai lu beaucoup de réflexions et merci pour toutes vos réflexions. On va les garder précieusement et puis dans les échanges qu'on va avoir avec le ministère, dans les réflexions de notre commission PAC, comme le disait Baptiste, on va prendre en compte toutes ces questions, toutes ces remarques que vous nous avez faites. Donc, il y aura sûrement une certaine insatisfaction, sans doute que, effectivement, d'aucuns diront que c'est insuffisant encore, mais c'est une étape vraiment importante et ça, je pense qu'on tenait à le souligner. Alors, tout ça, ça fait un dispositif assez compliqué. Nous, on a toujours milité justement pour la simplification. Bon, bah, peut-être que là aussi, c'est une étape vers une simplification. On verra effectivement si la mesure BCAE 8, enfin, ancienne BCAE 7, nouvelle BCAE 8, pourra au moins simplifier la lisibilité de ce qu'est une haie dans une exploitation agricole. Ça sera là aussi un grand pas en avant. Et bon, voilà, globalement, je vous remercie en tout cas de votre implication parce que je trouve que l'échange a été très riche. On a consacré pas mal de temps là, aux questions-réponses. Et donc, vous savez que vous pouvez nous solliciter, comme le disait Baptiste. Vous pouvez donc nous écrire. Vous pouvez suivre aussi ce qu'on ne manquera pas de mettre en ligne sur le site internet de la fac. Et tout ça dans le mois, les mois à venir, enfin, en tout cas, même le mois à venir, puisque fin novembre, je pense que tout ça sera largement arrêté, quoi. Voilà, merci encore à tous en tout cas. Et donc, je vous invite effectivement à nous écrire aussi. Donc, si vous avez à nouveau des choses à nous indiquer ou d'autres questions. Merci Philippe et bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.